côté de tes travaux de critique littéraire et d'analyse, notamment pour différentes revues, mais aussi notamment dans le cadre du comité de lecture de la collection Espace Nord, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, qui est cette collection de littérature patrimoniale, de littérature belge de langue française, comité auquel collabore Rossano Rossi, et auquel j'ai également le plaisir de collaborer à tes côtés, Rossano. À côté de cela, évidemment, tu continues, tu poursuis ton travail d'auteur, discrètement, finalement, on le verra, mais à la fois avec une exigence, une rigueur dont on va parler ce soir. Donc, vous avez peut-être lu le petit texte d'introduction que j'avais écrit sur le site ou dans le programme, où je disais que Rossano Rossi est un auteur à haute teneur littéraire. Et je revendique ce terme et on y reviendra. À la fois comme poète et comme romancier. On évoquera les deux facettes peut-être aujourd'hui, en privilégiant aussi le côté romancier, puisque l'actualité de Rossano Rossi, c'est ce roman, ce très beau livre, En Ska, roman publié l'année passée, aux éditions Impression Nouvelle, un éditeur que tu suis, auquel tu es attaché maintenant depuis quelques années. Je rappelle, juste très brièvement, que cette maison d'édition bruxelloise a été créée notamment par Benoît Peters, que nous recevrons au mois de juin, ici, pour terminer notre saison 2016-2017. J'ai commencé à lire assez tardivement, lire de la littérature, je veux dire. C'est quelque chose, tout simplement parce que là j'aborde déjà un petit peu par la bande certains aspects du livre, mais dans la famille où je vivais, quand j'étais petit, il y avait quasiment pas de bouquins, c'est quelque chose qui n'existait pas et que j'ai découvert à l'école. Et quand j'ai commencé à lire, je devais avoir 14 ans, 15 ans. Là, depuis lors, j'ai plus arrêté. Donc, ça a été quelque chose, une découverte extraordinaire et qui m'habite toujours. Et je crois que depuis cet âge-là, il n'y a pas un jour, je pense, où je ne lis pas au moins une page. Donc voilà. Donc c'est vraiment la lecture pour moi est quelque chose, une énergie qui me fait du bien, que j'aime, qui me fait rêver, qui me donne envie d'être le lendemain matin, enfin plein de choses comme ça. On en parlait un petit peu avant d'ailleurs, parce qu'on a parfois des petits coups de déprime, etc. Et puis le hasard fait qu'on tombe sur un livre extraordinaire et hop, ça vous requinque et ça fait du bien. Donc ça, c'est une chose. Et l'autre chose, c'est qu'effectivement, la lecture, pour moi, m'a très très vite, dès les premières années d'adolescence, donné envie d'écrire. Et que les deux sont liés. Quand je lis quelque chose qui me transporte, que j'aime, ça me donne envie d'écrire. Ce que je ne fais pas nécessairement parce que je suis quelqu'un d'assez paresseux. Et donc ça, je l'avoue. Et je ne suis pas l'écrivain qui se met à sa table et qui écrit tous les jours pendant 3 heures d'affilée, ou 4 ou 5. Non, pas du tout. Et l'envie est là. Et puis bon, évidemment, il faut se mettre à l'acte. Ça, c'est autre chose. On en parlera peut-être après. Mais la lecture est vraiment un des moteurs, une des choses qui crée en moi le désir d'écrire. Et donc du coup, je crois que c'est pas du tout par hasard que la lecture, les références aux lectures que j'ai faites, que j'ai aimées ou que j'aime maintenant, soient présentes dans mes textes. C'est presque naturel. Il y a une espèce d'univers reconstruit comme ça, qui recoupe évidemment l'univers réel, mais qui n'est pas nécessairement la réalité. La chose qui est vraiment la plus importante quand on lit, c'est d'abord le plaisir que l'on retire de la lecture. Et la réflexion sur ce qu'on lit, c'est quelque chose qui se superpose à ça pour moi. Il y a d'abord une émotion, d'abord une tendresse ou une révolte, ou peu importe, mais des sentiments qui sont liés comme ça à quelque chose d'intellectuel. Et puis la réflexion, le second degré, on va dire, vient après. Mais c'est vrai que j'ai tendance à essayer de... Quand je lis un livre que j'ai aimé, je me dis après, tiens, pourquoi est-ce que je l'aimais ou est-ce que je l'ai détesté d'ailleurs? Je pense que c'est toujours très intéressant aussi d'expliquer pourquoi on n'aime pas un truc. Le pire, c'est évidemment l'indifférence. Bon, là, on jette à la poubelle et puis c'est tout. Et ça, c'est quelque chose qui m'habite, effectivement. Et que j'aime bien
avoir en tête. Je me dis que quand on pratique un art, la littérature est une forme d'art. Je crois que c'est important de se poser ces questions. Si j'étais peintre, je pense qu'en regardant des tableaux, je réfléchirais peut-être à la couleur, aux techniques utilisées par le peintre, etc., pour produire cet effet que j'ai sous les yeux. Je crois que je le ferai. Voilà. Je pense que ça se situe plus à ce niveau-là qu'au niveau de purement critique. Donc plus, c'est quelque chose que je fais, que je pratique, et donc du coup, forcément, on se pose parfois des questions sur la façon de faire. À 18 ans, je ne savais pas trop si je devais faire les romanes ou les classiques, et puis tout le monde me disait les classiques, ça sert à rien, ça n'existera plus dans 3 ans, donc fais les romanes. Bon, je fais un peu les romanes, un peu au Vogelpick, et ça m'a plu. Et puis je me suis dit, mais nom de Dieu, je regrette quand même de ne pas avoir fait du latin et du grec à l'université, parce que j'aime trop ça, et je m'y suis replongé, et puis je l'ai fait. Voilà. Avec aussi l'idée à la fois de l'enseigner, ce que j'ai fait comme pendant plusieurs années, et aussi de pratiquer les textes de la littérature ancienne que j'aime beaucoup. Est-ce que ce complément de formation a joué un rôle, a influé sur ta manière d'écrire ? Je sais pas, parce qu'au moment où je l'ai fait, j'écrivais quand même déjà depuis une dizaine d'années, quand j'ai écrit et publié. Hein. Donc peut-être que oui, hein, mais en même temps, ça peut être influencé, c'est difficile à dire. C'est-à-dire que moi je vois plutôt la littérature effectivement sous un aspect très général. Je n'aime pas trier les choses, dire voilà, je m'intéresse à la littérature contemporaine et pas au reste, etc. Non, j'ai beaucoup d'amour pour la littérature du passé aussi. Et donc du coup, quand je me replonge dans des textes très anciens, je sais pas moi, l'Odyssée par exemple d'Homère en grec, c'est absolument extraordinaire. Et donc ça influence peut-être, je sais pas très bien comment ni pourquoi, peut-être d'un point de vue rhétorique, parce que là on se frotte à des figures de style et une forme de rhétorique qui parfois a un petit peu disparu, mais qui ressurgit parfois dans certains textes. Hein. Je sais pas, un écrivain du XXe siècle que j'aime beaucoup est Raymond Queneau. Raymond Queneau est pénétré de ces choses-là aussi, et c'est impossible de lire un texte de Raymond Queneau sans y voir des allusions à des formes de culture très anciennes. On peut travailler un poème un peu comme un petit objet en miniature, et en un jour c'est fait, en 2-3 jours on peut y revenir, et puis voilà. Un roman, il faut 2-3 ans, quoi. Et c'est de longue haleine. Il faut pas il faut penser à la structure de l'ensemble. Il faut qu'il y ait une progression. Il faut qu'il y ait des personnages. On doit se mettre dans la tête de certaines personnes, etc. Ce qu'on ne fait pas, en tout cas dans la poésie telle qu'elle est pratiquée, parce qu'avant, la poésie ancienne le faisait, ça, finalement. Elle pouvait être romanesque. Aujourd'hui, elle ne l'est plus vraiment. Et donc c'est plutôt le côté un peu épique entre guillemets que j'aime bien dans le roman, et que je ne retrouve pas dans la poésie, mais qui est pour moi en tout cas quelque chose de très difficile, et notamment le côté arriver à se mettre dans la tête de quelqu'un qu'on n'est pas. Eh ben, je trouve ça extrêmement difficile, et en même temps extraordinaire quand on y arrive. En tout cas quand je lis, c'est quelque chose que je trouve fabuleux. Quand j'écris, je me dis, voilà, il faut essayer d'arriver à faire ça, mais c'est pas évident, parce que c'est très tentant quand on écrit, pour moi en tout cas, d'avoir un point de vue un peu ironique sur les choses. Et l'ironie, c'est une bonne chose, mais elle peut parfois vous empêcher de bien comprendre ce que pense quelqu'un de fondamentalement différent de vous. Mais en quelques mots, l'amorce dans ce cas. C'est l'histoire d'un fils d'une famille italienne à Liège, et j'insiste sur ces mots parce que c'est effectivement des réalités très présentes. Ça se passe à Liège, beaucoup de rues sont citées, le roman est, on va dire, cartographié entre guillemets, c'est pas des lieux inventés. Les personnages sont inventés, même s'il y a effectivement évidemment des parts autobiographiques toujours, mais c'est des personnages entièrement inventés. Mais le côté italien est important parce que l'un des thèmes du livre, c'est effectivement le rapport à un passé qui n'est pas le passé de la société dans laquelle on vit. Donc le passé ici d'une famille italienne,
avec cette particularité qui apparemment concerne quand même beaucoup de monde parmi les générations d'immigrés auxquelles j'appartiens, enfin de fils d'immigrés, c'est le fait qu'il y a un silence où il n'y a pas eu vraiment de transmission du passé, de l'histoire au sens large et de l'histoire familiale au sens plus précis, et que donc dans ces familles un petit peu déracinées qui se retrouvent dans un pays très lointain, parce qu'aujourd'hui, bon, on a l'impression que l'Italie et la Belgique, c'est des pays voisins et que les Italiens, ça a toujours été finalement des Belges, on les aime bien, etc. C'était pas comme ça dans les années 50 et 60, hein, et dans les années 70 encore. C'était une vraie violence culturelle, aussi forte que celle que l'on dénonce parfois aujourd'hui avec une immigration différente. Peut-être même plus violente à l'époque dans les conditions de vie, sans vouloir jouer à la victime. La condition de vie des immigrés dans les années 50 n'avait rien à voir avec celle d'aujourd'hui. Et donc cette particularité, c'est mon personnage au départ. Voilà, il est né dans les années 60. Il a l'âge de raison, enfin pas l'âge de raison, mais l'âge adulte à la fin des années 70, à l'aube des années 80, l'époque où le roman démarre. Il fait son service militaire, puisqu'à l'époque on faisait encore son service militaire. Et c'est question de que sais-je du passé de mes parents et en particulier de mon père. Rien. Et donc je ne peux que le fantasmer, que l'imaginer. Et en contrepoint de ça, j'ai voulu glisser de façon à droite ou maladroite, ça c'est au lecteur à décider, finalement l'histoire du père, qui se rejoint un peu avec celle du fils à un moment donné. Alors, mais c'est un résumé violent, hein, et simple. Hein. Il y a dans ce livre des va-et-vient constants dans la mémoire du narrateur principal, mais de tous les autres personnages qui gravitent autour de lui. Il y a des va-et-vient constants dans les méandres des différentes mémoires des personnages, qui fait que finalement, sans les réponses, comme tu l'as dit, sans la communication possible avec le père, soit parce qu'elle n'a pas été possible, soit parce qu'il est décédé, il y a effectivement ce flottement, ce désabusement. Oui. Perte d'ancrage aussi, peut-être. Je pense que là, c'est quelque chose d'important, mais franchement, je n'y avais pas pensé. Je pense qu'il y a effectivement un lien avec le silence et l'absence ou vraiment de transmission ou le peu de transmission qu'il peut y avoir dans des familles de ce type-là. Et le côté un peu flottement d'un personnage, oui, c'est vrai, c'est quelque chose que moi-même j'ai vécu dans ma vie, voilà. Tout à fait, bien sûr. On n'a pas les mêmes repères et les mêmes automatismes, on va dire, que d'autres types de configurations familiales et sociales. Voilà, mais ça peut-être aussi avec peut-être un sens aussi de l'absurdité du monde, qui est quelque chose assez violent, que je ressens violemment, qui a une origine quand même dans des lectures. Hein. J'ai peut-être fait l'erreur de lire très, très tôt, de commencer à lire par des auteurs comme Kafka et Beckett. J'aurais pu commencer par autre chose. Et donc, mais j'en suis marqué. C'est des auteurs auxquels je reviens régulièrement, surtout Beckett, que j'aime beaucoup. Et c'est quand même difficile quand on sort d'un... Je ne sais pas, là, j'ai lu récemment Mercier et Camé de Beckett. C'est difficile de retrouver du sens à la vie de tous les jours après des bouquins pareils. J'ai souvent envie de faire effectivement des allusions à des choses que j'ai vues, que j'ai lues, que j'ai entendues. Parce qu'effectivement, j'aime bien voir des films, j'aime bien goûter de la musique, etc. Et truffer un texte de référence, je n'aime pas ça. Ça, c'est quelque chose qui m'agace quand je le vois chez d'autres. Quand moi, parfois, j'ai cette propension-là, ça m'agace un peu aussi. Je me dis non. Alors, mais de là à ne le faire jamais, je me dis non. Il faut quand même essayer de trouver une voie médiane. Et là, je pense que je cite par exemple Woody Allen. Je crois que c'est important. À un moment donné, enfin, je cite non, je fais allusion à des à l'un ou l'autre film de Woody Allen dans le texte, mais très brièvement, parce que j'ai à un moment donné, la scène que je suis en train de décrire me fait vraiment très très fort penser à
telle image de tel film de Woody Allen et je ne peux que faire le lien, le béret notamment. J'ai vu tout de suite Woody Allen dans, je crois que c'est dans Everybody Says I Love You, où il vient à Paris désespéré parce que, bon, une fois de plus, une histoire d'amour n'a pas fonctionné et pour avoir l'air d'un Français, il a un béret sur la tête et une baguette sous le bras, je crois, et sur le bord de la Seine, quoi. Bon, gros cliché, mais c'est à mourir de rire, évidemment, quand on voit ça dans le film. Ça dure quelques secondes. Et j'ai eu cette image en écrivant cette page, et je me dis, bon, est-ce que j'ai le droit d'y faire allusion ? Bah, j'ai fait un petit peu allusion quand même, parce que je me dis que parfois, on peut quand même le faire. Mais comme quoi, finalement, et c'est là que c'est intéressant aussi pour un amateur de débat, un lecteur en tout cas aussi, c'est justement de pouvoir cartographier aussi, tu en parles, mais cartographier des influences ou des petits clins d'œil justement. Et tu parlais de l'absurdité. Ben, Woody Allen, c'est pas anodin qu'il soit effectivement là, puisque l'humour, parce qu'il ne faut pas non plus croire que les livres de Rossano sont noirs ou sombres, hein, même si celui-ci, à mon sens, est un peu plus sombre que les autres, en tout cas un peu plus pessimiste, me semble-t-il, mais il y a dans l'écriture de Rossano cette subtilité d'un humour très fin et surtout, comme tu l'as dit, absurde, parce que c'est aussi ton univers d'influence, film, littérature. On a parlé de Kafka, on a parlé de Beckett, etc. Et donc, effectivement, on a là véritablement un univers qui, au fil des livres, à mon sens, prend toute sa densité et dans celui-ci, effectivement, qui est le plus, peut-être le plus complexe, ou en tout cas le découpage est le plus fin. Peut-être. Alors, deux autres thématiques que je voulais aborder et qu'on retrouve régulièrement, c'est la ville et les trains. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Alors ici, Liège, dans le précédent ou dans d'autres, tu évoquais Liège, bien sûr, qui est la ville que tu connais le mieux, ou en tout cas où tu as passé ton enfance. Mais Bruxelles était évoquée aussi, mais toujours aussi par le biais des gares. Il y a une phrase, le train me tentait, m'attirait, il avait le vrai goût des vacances. Alors pourquoi associer le train et les vacances? Absolument. C'est alors là, Oscar, ça. Là, je vais faire une allusion à Truffaut. Ah, Truffaut, ben voilà. Il y a un film de Truffaut que j'aime beaucoup et qui est un peu moins connu, qui s'appelle La Nuit américaine. Ouais. L'histoire d'un tournage, hein, où on voit Jean-Pierre Léaud foutre une claque à un personnage et puis on lui dit, il le fait 4, 5, 6 fois d'affilée d'ailleurs. C'est très drôle. Et à un moment donné, il y a Jean-Pierre Léaud a une espèce de crise existentielle. Le jeune acteur de Truffaut qui joue son propre rôle de réalisateur dans le film. Et il est complètement paumé. Et Truffaut lui dit, dans son film, que la vie et les films, ce sont deux choses différentes et que les films, c'est comme des trains. Je ne sais plus très bien comment il le dit parce que j'ai vu ce film quand j'avais 18 ans. Mais je me souviens très bien de ce passage, je ne l'ai plus jamais revu depuis. Truffaut dit les films, c'est comme des trains. En gros, mais il le dit mieux que ça, avec sa voix magnifique et son espèce de ton monocorde qui fait que c'est un acteur aussi éblouissant. Qu'on sait quand ils partent, d'où ils partent et où ils vont. Et la vie, c'est pas comme ça. La vie, c'est des zigzags, c'est le hasard, c'est le chaos. Et donc oui, les trains symbolisent un peu une façon de tracer des choses que la vie ne fait pas. Et il y a une poésie des trains voilà. Et puis tout simplement, je trouve effectivement que le chemin de fer est une invention magnifique. C'est pendant les années 80 et 90 que la coupure avec la tradition du XXe siècle s'est faite. Au point de vue politique, la disparition des notions même de gauche et de droite, le retour de l'antisémitisme, un petit peu comme si la Deuxième Guerre mondiale n'avait jamais existé, qui est aujourd'hui devenu presque une banalité.
toutes ces choses-là se sont préparées pendant ces périodes-là. Le retour d'un ordre moral extrêmement violent qui criminalise presque certains actes de la vie courante, l'écologie, la cigarette, enfin bon bref, on est presque tous des criminels en puissance, ce qui n'était pas le cas avant. Et ce passage s'est fait... je suis un peu injuste dans ce que je dis, mais c'est que je le pense sincèrement. Ce passage s'est fait pendant ces années-là. Oui, je crois que c'est une charnière parce qu'on a basculé dans un monde tout à coup extrêmement surveillé, extrêmement moral, et avec une illusion de liberté, mais qui, à mon avis, est bien moindre qu'avant. Voilà, ça c'est clair. C'est un côté un peu pessimiste, mais je pense que politiquement, je pense que je ne dois pas être très très loin de la réalité, de la vérité. Voilà. Maintenant, au point de vue, pourquoi est-ce que la plupart de mes récits se passent là? Parce que c'est des années dans lesquelles je suis devenu adulte et où j'ai appris la vie, entre guillemets, comme on dit. Des noms comme Glycédidis, comme Phénix, comme Agapète, Adulée, qui sont les personnages du roman Stabat Pater. Et ici, on retrouve des noms aussi. L'ami du narrateur, ou enfin le Merx, l'adjudant Pousse. Alors on a toute une série de noms. Est-ce que ces noms-là, c'est une façon pour toi de prendre de la distance, d'augmenter la distance par rapport aux personnages? Donner des noms à des personnages, j'ai toujours trouvé ça c'est une chose qu'on ne fait pas en poésie, voilà, donc, et que le roman doit faire. On doit baptiser des personnages. C'est drôlement compliqué parce qu'on se dit mais qu'est-ce qu'on va faire? Modiano, par exemple, qui est un écrivain que j'aime vraiment beaucoup, lui, il collectionne les vieux bottins téléphoniques et il les utilise. Les bottins téléphoniques. Modiano, je crois qu'il a des piles entières dans son appartement de bottins téléphoniques d'avant-guerre, d'après-guerre, d'actuels, etc. Enfin, actuels, il n'y en a plus maintenant. Et c'est une façon de chercher des noms. C'est vrai que c'est difficile. Pourquoi est-ce que je vais l'appeler Dupont ou Van den Bosch ou machin, bon. Et donc, du coup, je trouve que c'est jamais anodin de donner un nom. Alors, du coup, j'aime bien effectivement qu'il y ait un sens. Et voilà, un petit peu comme dans certaines bandes dessinées que j'ai beaucoup aimées dans mon enfance et que je relis encore de temps en temps, où les personnages ont des noms très significatifs comme ça. Hein, et avec aussi ce côté absurde, oui, finalement. Oui, côté absurde, voilà. Un peu de personnages de BD, de personnages de... Et donc, du coup, c'est l'occasion de faire des petits clins d'œil, parce qu'il faut... De toute façon, c'est artificiel de donner un nom à un personnage. Tant qu'à faire, soyons artificiels jusqu'au bout. Maison de l'enfance.